Bonsoir, bonjour à tous, et je suis vraiment très heureux de me retrouver ici, comme chaque fois que je me retrouve à Ajaccio. Je n'oublie pas en effet, Jean-Jacques le rappelait, que en septembre 1971, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, je me suis retrouvé au lycée Laetitia Bonaparte pour mon premier poste du jeune agrégé de philosophie que j'étais. Et puis ensuite, pendant mon service militaire qui a suivi, puisque j'étais sourcitaire bien entendu, l'inspecteur général qui était un Corse, tout à fait adorable, Jacques Muglione, m'a proposé l'Hippocagne de Bastia, donc je ne suis pas revenu à Ajaccio, malheureusement, une ville que j'aimais beaucoup, mais je me suis retrouvé à 26 ans professeur d'Hippocagne, ce qui était évidemment un privilège exceptionnel, et je suis resté 12 ans à Bastia. Donc je vais devoir vous parler un petit peu en introduction, désolé de ce nombrilisme absolument monstrueux, de Granarolo et de Nietzsche et de la Corse, pour vous faire comprendre quel a été mon itinéraire et comment les choses se sont passées, parce qu'il y a un lien évidemment essentiel sur ce plan-là. J'étais professeur à Bastia en 1900, donc j'ai été nommé à Bastia à la rentrée 1974, dans l'Hippocagne de Bastia, et 4 ans plus tard, en 1978, donc c'est exactement il y a 40 ans, vous voyez, le temps passe très très vite, l'inspection générale m'a chargé de prononcer une conférence devant tous les professeurs de philosophie de Lille. Ça se passait à Corté, en général c'est là qu'on se rencontre, à mi-chemin entre Ajaccio et Bastia. Et donc j'ai prononcé à Corté en 1978 une conférence qui s'intitulait « Le rêve dans la pensée de Nietzsche », qui a été publié quelques mois plus tard dans la revue de l'enseignement philosophique. Donc c'est ma première entrée, je dirais, dans l'univers nietzschéen, cette conférence à laquelle je reste un petit peu attaché parce que c'était un point de départ évidemment tout à fait important pour moi. Deuxième étape peut-être de ce rapport entre Nietzsche, Granarolo et la Corse, en 1984, je vous reparlerai de 1984 dans quelques instants, au retour d'un grand colloque international qui s'était tenu à Nice, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, Corse Matin m'a fait le privilège de publier un long article. Je ne sais pas si on pourrait publier ça aujourd'hui, hein, la presse a quand même un petit peu changé. C'était en mars 84, Nietzsche et la Corse par Philippe Granarolo. C'est un texte dont je dirai quelques mots tout à l'heure parce qu'il a aussi son importance. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais dire quelques mots de ce que j'appellerais ma vie avec Friedrich Nietzsche, parce que c'est un petit peu comme ça que les choses se présentent. Il y a probablement, je le disais, il y a une vingtaine d'années, en 2000, je faisais une conférence à l'Académie du Var, dont je fais partie pour le 100e anniversaire de la mort de Nietzsche, qui est mort en 1900, et je débutais ma conférence en disant que peut-être que les généticiens, dans quelques décennies, feront une découverte importante et découvriront que chez les Granarolo, il y a un gène un peu bizarre qu'on décryptera. Mon père a passé sa vie avec un poète latin qui s'appelle Catulle. Il a écrit et publié sur Catulle pendant toute sa vie, et moi, ça fait 40 ans que j'écris et je publie sur Nietzsche. Donc on doit avoir une grave déformation quelque part dans notre code génétique qu'on découvrira un jour. Voilà. Donc, 1978, je le disais, premier article sur Nietzsche. 1984, date importante dans laquelle Corse Matin publie cet article, Nietzsche et la Corse. Pourquoi date importante? Parce que je m'étais inscrit en doctorat d'état de philosophie et mon directeur de thèse m'a invité à Nice où se réunissait un grand colloque international. 1984, c'est le 100e anniversaire de la rédaction par Nietzsche de la 3e partie d'Ainsi parlait Zarathustra, un texte qu'il a écrit en 3 semaines. Si vous lisez un jour ou si vous relisez la 3e partie d'Ainsi parlait Zarathustra, dites-vous qu'il a écrit ça en 3 semaines et votre admiration sur Nietzsche rejoindra très certainement la mienne. Donc j'ai participé à ce colloque dans lequel j'ai prononcé une conférence qui a été assez bien reçue par mes collègues universitaires, qui s'appelait Nietzsche et sa vision du futur, dans laquelle, avec un peu d'audace, j'ai présenté ce qui pourrait être considéré comme la thèse de ma thèse, c'est-à-dire une sorte de résumé de ce que j'allais défendre dans cette thèse d'État que j'ai soutenue en 1991. Je suis sans doute un des derniers en France à avoir soutenu un doctorat d'État. Le doctorat d'État a été supprimé par le ministre Savary après la prise de pouvoir par Mitterrand en 81. Je crois qu'il a été supprimé en 82.
Dès que j'ai appris la suppression du doctorat d'État, je me suis inscrit en doctorat d'État, on avait encore quelques mois pour s'inscrire, non pas pour faire une carrière universitaire, puisque je suis resté toute ma vie professeur de classe prépa et très heureux de l'être, mais peut-être un peu rivalité édipienne avec mon regretté papa dont je parlais il y a quelques instants. Donc je me suis inscrit en doctorat d'État, et donc j'ai travaillé pendant 8 à 10 ans sur une thèse d'État qui a fait 1000 pages à l'arrivée, que j'ai soutenue en 1991, le futur dans l'œuvre de Nietzsche. Et 2 ans plus tard, donc, j'ai publié une petite partie de cette thèse de doctorat, et c'est un petit titre de gloire auquel je suis très attaché. J'ai publié chez Vrin, qui est le grand éditeur philosophique français, le premier livre que cet éditeur a consacré à Nietzsche, parce que Vrin, c'est un éditeur très classique, qui publiait des livres sur Descartes, sur Kant, et aujourd'hui encore, je ne suis pas certain qu'il existe un autre livre sur Nietzsche dans la librairie philosophique Jean Vrin, c'est peut-être le seul qui n'a jamais été publié, en tout cas un des très rares, mais en tout cas ça a été le premier. Alors depuis 1993, depuis ce premier livre, donc 25 ans, vous voyez les dates, c'est important quand même pour vous montrer que celui qui est devant vous ne s'est pas mis un beau jour à écrire à la place de Nietzsche par une sorte de dérèglement mental dont vous avez compris déjà que j'étais profondément affecté. J'ai quand même un passé nietzschéen considérable, donc premier article sur Nietzsche il y a 40 ans en 1978, premier livre sur Nietzsche il y a 25 ans, en 1993. Alors entre 1993 et aujourd'hui, j'ai publié 5 ouvrages sur Nietzsche, des dizaines d'articles, mais ce livre dont je vais vous parler ce soir est très différent de tout ce que j'ai publié jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'ai publié des ouvrages, je ne dirais pas d'histoire des idées, parce que je ne suis pas un historien de la philosophie, j'ai toujours essayé d'actualiser les choses. Et si Nietzsche m'a passionné toute ma vie, c'est parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui nous éclaire aujourd'hui sur notre monde. Et Nietzsche ne nous parle pas du 19e siècle, il a au moins un siècle d'avance sur son temps, ce qui est d'ailleurs un piège, parce qu'il peut vous arriver de lire certains textes de Nietzsche en disant « ouais, mais finalement c'est un petit peu plat ce qu'il écrit ». Oui, mais il a écrit ça il y a 130 ans. Donc ça prend un tout autre relief. Nietzsche est victime, je dirais, de son anticipation. Il dépeint tellement bien notre société que parfois on reste un peu indifférent à ce qu'il écrit, alors que c'est un voyant, c'est un prophète, c'est quelqu'un assez unique dans l'histoire des idées. Donc les ouvrages que j'avais écrits jusqu'à présent étaient quand même plus didactiques, plus érudits. J'avais envie d'écrire quelque chose de très très différent. Donc ces carnets de Nietzsche sont profondément différents de tout ce que j'ai écrit jusqu'à ce jour, de mes ouvrages précédents, pour différentes raisons que j'expose rapidement. Différents par la forme. C'est la première fois que j'écris effectivement quelque chose qui n'est pas sous forme, je dirais, d'un livre universitaire d'histoire des idées. Ce sont des carnets. Ce sont des carnets dont je raconte dans le prologue comment j'en ai hérité. Alors on me croit ou on ne me croit pas, hein, je laisse le lecteur décider. À la fin du livre, dans un épilogue, je dis que finalement l'histoire que je raconte dans le prologue n'a pas grande importance. Je dirais ce qui n'est pas très important, c'est de savoir, de décider si cette histoire est véridique ou si c'est un rêve que j'ai fait. Je raconte comment je vais sur les traces de Nietzsche à Sorrente et que je rencontre l'arrière-petite-fille des hôteliers qui ont reçu Nietzsche et ses amis durant l'hiver 1876-1877, et comment cette jeune fille me transmet des carnets dont elle ne savait pas trop quoi faire, qu'elle avait hérité de son grand-père. Je raconte tout ça dans le début du livre, et à la fin, dans l'épilogue, je dis, bon, finalement, peu importe ce que le lecteur va décider, est-ce qu'il va prendre tout ce que je raconte au sérieux? Est-ce que j'ai vraiment hérité des carnets de Nietzsche? Est-ce que je les ai imaginés totalement? Je dis à la fin du livre que dans l'hypothèse même où j'ai hérité de ces carnets, c'était des carnets rédigés au fil de la plume, j'ai une sorte de journal intime avec des phrases en style télégraphique, donc je les ai mis en forme ces carnets, même si j'en ai hérité. Et donc c'est un travail d'écriture qui est le mien, et donc j'ai signé Nietzsche, j'ai signé Granarolo, pardon, et non pas Nietzsche, c'est très révélateur et très inquiétant, mais j'ai un petit rêve quand même, quelque part dans ma tête, je me dis que, et c'est déjà le cas d'ailleurs, si vous allez sur internet, c'est assez curieux, vous verrez qu'il y a un ou deux libraires qui présentent ce livre comme la version, l'édition critique de carnets méditerranéens que Nietzsche a rédigé. Donc j'ai un petit fantasme quelque part dans mon esprit, et je rêve que dans 40 ou 50 ans,
les carnets méditerranéens de Nietzsche feront partie des œuvres complètes de Nietzsche et que tout le monde sera persuadé que c'est vraiment Nietzsche qui les a écrits. Donc, un livre très différent par la forme. Mes premiers lecteurs me disent que c'est un roman que j'ai écrit, que ça se lit comme un roman. C'est effectivement le personnage que je mets en évidence, que je mets en valeur. Donc c'est un livre grand public. Là aussi, j'ai eu beaucoup de remarques intéressantes parmi mes premiers lecteurs, qui sont parfois un peu effrayés, parce que la philosophie n'est pas forcément quelque chose qui attire tout le monde. On n'est pas obligé d'être passionné de philosophie, c'est quand même très exigeant la philosophie. Là, c'est un livre qui est vraiment grand public, tout le monde peut lire cet ouvrage. Et j'ai fait l'effort de séparer les carnets des notes. Hein, il y a 30 pages de notes à la fin du livre, qui sont des notes cette fois un peu précises, un peu érudites. On peut lire séparément le carnet et les notes. Les carnets, on peut les lire sans connaissance particulière, et les notes, ceux qui veulent approfondir ce que je dis, savoir ce que Nietzsche est en train d'écrire, savoir quels sont les noms que je cite et les rencontres qu'il fait, peuvent se reporter aux notes. Donc un livre très différent par la forme de tout ce que j'avais écrit jusqu'à présent, un livre grand public, et, je viens de le dire, au fond, un livre sur l'homme. Si c'était un film que j'avais fait, et non pas un ouvrage, on appellerait ça un biopic aujourd'hui, hein, c'est très à la mode ce terme de biopic, c'est un livre sur l'homme, sur sa personnalité, sur ses angoisses, sur ses souffrances. C'est quelqu'un qui a énormément souffert, et l'un des objectifs, un journaliste me posait la question ce matin, l'un des objectifs parmi plusieurs que j'ai poursuivis à travers cet ouvrage, c'est de réhabiliter un personnage qui reste encore aujourd'hui, je me bats contre ça depuis 40 ans, mais le combat n'est pas terminé, éminemment caricaturé. C'est sans doute un des philosophes les plus caricaturés qui ait jamais existé. Il y en a quelques autres, hein. Rousseau a été très caricaturé, il n'est pas le seul. Mais Nietzsche est particulièrement caricaturé, on sait comment et pourquoi il a été caricaturé, on pourra en dire quelques mots si ça vous intéresse tout à l'heure, mais je tenais à faire connaître un personnage qui est finalement un personnage très humain, qui a ce mérite d'avoir été un amoureux fou de la vie, alors que c'est quelqu'un qui a vécu une vie de souffrance extraordinaire. C'est quelqu'un qui a eu des maux de tête épouvantables, qui a été aveugle, quasiment aveugle pendant de longues périodes de sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a vécu une vie difficile, une vie de souffrance, et ça ne l'a pas empêché de dire que la vie est merveilleuse et qu'il voudrait la revivre des milliards de fois, puisque c'est la fameuse thèse de retour éternel que vous connaissez sans doute. Voilà, donc un ouvrage différent de tout ce que j'avais écrit jusqu'alors. Alors, je vais vous présenter rapidement les étapes de cet ouvrage. Je vais essayer de faire un discours un petit peu ramassé pour qu'on ait le temps d'échanger, parce que c'est ce temps de l'échange qui est quand même le plus intéressant pour vous et pour moi. Donc, 5 carnets. Nietzsche a fait étape dans 5 lieux privilégiés. Et donc, je distingue, même s'il y a 7 chapitres, 8 dans mon livre, je distingue 5 carnets. Il y a le carnet de Sorrente. Donc Sorrente, c'est 1876-1877, c'est sa première découverte de la Méditerranée. Il a passé l'été à Bayreuth, au festival de Bayreuth. C'est la seule et dernière fois où il se rend à ce festival de Bayreuth, où il est absolument écœuré par tout ce qu'il voit, par cette atmosphère journalistique, par cette atmosphère nationaliste au sens vraiment étriqué du terme qu'il perçoit, tout ce qu'il déteste finalement. Et donc il souffre énormément de tout ce qu'il voit. Il s'était déjà très éloigné de Wagner, mais disons le festival de Bayreuth de 1876, ça a été la rupture définitive avec Wagner, dont il s'est éloigné de plus en plus. Et donc il obtient un congé de l'université de Bâle. Il avait été nommé professeur à l'université de Bâle. Ça, c'est un point sur lequel je tiens à m'arrêter quelques instants. Vous entendez dire aujourd'hui encore que Nietzsche est un philologue devenu par hasard philosophe. Bon, moi je hurle quand je lis des choses de ce genre. Que s'est-il passé en fait? Nietzsche est un passionné de la Grèce. Vous êtes un Grec assoiffé de beauté, disait Malvida von Messenboug, avec laquelle il a résidé à Sorrente pendant l'hiver 76-77. Il est amoureux fou de la Grèce, de la pensée grecque, de la philosophie grecque. Et s'il s'était lancé dans des études de philosophie, à l'époque, à la fin du XIXe siècle, on lui aurait enseigné Kant, Hegel, mais très très peu les Grecs. Et donc c'est par amour des Grecs que finalement il choisit d'aller vers la philologie. Et il devient un philologue très distingué, il est l'élève de Ritschl, qui est un des grands philologues de l'époque, et
la chose mérite quand même d'être soulignée, quand il termine ses études de philologie, il a 26 ans, il est nommé professeur dans une université étrangère, qui est l'université de Bâle, qui est une des meilleures universités européennes. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'individus de 26 ans qui ont été nommés professeurs dans une université étrangère. Je crois que c'est assez exceptionnel, c'est rarissime. Donc il a été très vite reconnu comme un excellent philologue. Mais de là à dire que c'est un philologue devenu par hasard philosophe, c'est une monstruosité. À 18 ans, il a écrit 2 petits textes absolument merveilleux. L'un s'appelle Libre arbitre et fatum, fatum le mot latin qui désigne le destin, comme vous le savez, un mot que Nietzsche aime beaucoup, et puis l'autre s'appelle Liberté de la volonté et fatum. Et quand on lit ces textes écrits à l'âge de 18 ans, on s'aperçoit que de toute évidence, Nietzsche était philosophe à 18 ans, il n'est pas devenu philosophe beaucoup plus tard. Et je disais à mes étudiants, ne lisez jamais ces textes de Nietzsche, sinon vous n'oserez jamais me remettre une dissertation de philosophie en voyant ce que quelqu'un a été capable d'écrire à 18 ans. Bien. Donc, Nietzsche est un philosophe un peu égaré du côté de la philologie. Il souffre assez rapidement de cet enseignement de la philologie, qu'il a de très bons rapports avec ses étudiants, mais il n'est pas dans son élément véritablement. Donc il postule, il cherche à obtenir la chaire de philosophie de l'université de Bâle, ça n'a jamais pu fonctionner. Il commence à avoir des problèmes de santé considérables. Et donc en 1876, il demande un premier congé de l'université de Bâle qui lui est accordé. Et donc, il va passer l'hiver, soit 1876-1877, à Sorrente, donc c'est le premier carnet, le premier chapitre de mon ouvrage, avec donc Malvida von Messenburg, qui était une wagnérienne, qui est restée jusqu'à la fin très attachée à Wagner, qui a mal compris pourquoi Nietzsche était éloigné de Wagner, et donc, mais malgré ça, elle lui a gardé son amitié jusqu'à la fin, ce qui est tout à fait méritoire, donc elle décide de partir avec Nietzsche et 2 de ses amis, un étudiant, Alfred Brenner, auquel Nietzsche était très attaché, un brillant étudiant, et puis Paul Rée, qui est un philosophe allemand que Nietzsche appréciait, avec lequel il a eu des liens d'amitié profonds. Et donc ils se rendent tous les 4 à Sorrente, où ils vont passer l'hiver 1876-1877. Donc, durant cet hiver, Paul Rée est en train de travailler sur son livre qui sera publié 1 an plus tard, L'origine des sentiments moraux. Les dialogues avec Nietzsche sont tout à fait intenses. Ils sont très différents l'un de l'autre, mais ils ont des points communs. Ce sont des libres esprits, ce sont des hommes sans tabou, et donc ils vont s'influencer mutuellement. Malvida von Messenburg est persuadée que Paul Rée a une mauvaise influence. Elle croit que c'est Paul Rée qui a éloigné Nietzsche de Wagner, ce qui n'est pas le cas. Nietzsche a suivi son chemin et il se serait éloigné de Wagner, quoi qu'il advienne. Mais disons que Paul Rée a joué peut-être un tout petit rôle. Donc ils se sont influencés réciproquement. Et le thème dominant de cet hiver 1876, donc il découvre la Méditerranée avec fascination, il découvre les bains de mer avec Paul Rée, il découvre la baie de Naples, il découvre le Vésuve, il voit de son balcon l'île d'Ischia qui est dans la baie de Naples, et il rêve d'aller former, c'est un rêve qui va être ancré dans son esprit pendant de longues années, et il rêve avec ses amis de fonder une université, ce qu'il appellera un cloître laïque, une université pour esprit libre, de former une école d'éducateurs, en fait, de former des éducateurs, parce qu'il a lu la philosophie grecque, il a lu les stoïciens, et il se souvient, en ayant lu les stoïciens, que les stoïciens se disent que le problème de l'éducation, c'est d'abord le problème des éducateurs, ce qui n'est pas tout à fait absurde quand on dit que les enfants sont mal éduqués. Qui a éduqué les mauvais éducateurs? C'est ce que demandait la question que nous posaient les stoïciens. Donc Nietzsche et ses amis rêvent d'aller fonder, et lui voit cette île d'Ischia de son balcon, et il fantasme un petit peu sur cette île d'Ischia, et il poursuit ce rêve avec ses amis d'aller fonder une université, un cloître laïque, une formation pour l'esprit libre. Donc tout ce thème de l'esprit libre se développe. Il rêve à l'époque d'en faire la 5e considération inactuelle. Il avait publié 4 considérations inactuelles. La dernière consacrée à Wagner, qui a d'ailleurs entériné, je dirais, la rupture avec Wagner. Wagner a très mal pris cet écrit Nietzsche sur Wagner. Et donc il rêve d'écrire une 5e inactuelle, et puis il se rend compte que finalement il est parti dans une autre direction. Et tout ce qu'il pense pendant cet hiver 1876-77, ça va donner Humain trop humain. Humain trop humain, qui est un livre tout à fait important, une transition tout à fait importante. Je reviens un peu en arrière. Nietzsche a commencé donc, je vous le disais,
à l'université de Bâle, a fréquenté Richard Wagner, qui habitait tout près de là, au bord du lac de Tribschen, et il va tomber sous la coupe de Richard Wagner. Richard Wagner est un homme qui a une aura considérable, qui a un prestige absolument prodigieux, qui était très magnétique, d'après tout ce qu'on peut lire sur lui aujourd'hui encore. Et Wagner va se servir, il va instrumentaliser ce jeune philosophe, dont il pressent qu'il est génial et doté d'un talent exceptionnel, et il va pousser le jeune Nietzsche d'abord à s'engager dans la guerre de 1870, ce que Nietzsche n'aurait sans doute jamais fait. Or, Nietzsche avait dû renoncer à la nationalité allemande pour aller enseigner à Bâle, et il ne pouvait pas adopter la nationalité suisse. Donc il peut s'engager comme infirmier seulement dans cette guerre de 70. Et là, il y a quelque chose d'important à signaler. Beaucoup s'interrogent sur ce qui a éloigné petit à petit Nietzsche du romantisme wagnérien. Certains situent cette rupture, cet éloignement dans les années 73-74. Non, moi je suis persuadé que dès la guerre de 1870, Nietzsche est absolument écœuré par tout ce qu'il voit, par la médiocrité du bidas allemand de l'époque, et dès cette époque-là, il est très très loin des idées de Wagner. Mais il y a un décalage entre le moment où les idées évoluent et puis le moment où on publie un livre. Il faut du temps pour publier un livre, même si on a la chance d'avoir un ami qui s'appelle Jean-Jacques Colonna. Donc il faut du temps pour écrire un livre, et donc c'est en 1872 que sort La naissance de la tragédie, qui est un ouvrage très dérangeant, et Nietzsche s'en est rendu compte très rapidement. Il écrira un essai d'autocritique en 1886, très violent, exagérément violent, où il détruit véritablement ce livre, qui n'est pas aussi catastrophique qu'il le dit à l'époque, mais ce livre a joué un rôle très négatif dans la vie intellectuelle de Nietzsche, parce que, effectivement, dans ce livre, il y a quelques idées de Nietzsche, mais il y a surtout les idées de Wagner. Il y a les certitudes nationalistes de Wagner, il y a l'idée que l'Allemagne va devenir la perle de l'Europe, la Grèce des temps modernes, et donc ces idées, on les trouve dans La naissance de la tragédie, qui est le seul livre qui a eu du succès. Pourquoi? Parce qu'il est édité par l'éditeur de Richard Wagner, que Wagner fait connaître ce livre dans les milieux qui lui sont favorables, et donc on étiquette immédiatement Nietzsche comme étant ce romantique allemand proche de Wagner, qui partage vraisemblablement les idées nationalistes, antisémites, les idées un peu nauséabondes, je crois, j'espère avec ces personnes en disant ça, de Richard Wagner. Bien. Et j'ai toujours dit que, pour bien comprendre la pensée de Nietzsche, il faut peut-être ne pas lire ou lire très tardivement La naissance de la tragédie. Parce que c'est La naissance de la tragédie qui est une exception dans l'itinéraire de Nietzsche. Si vous lisez d'autres écrits non publiés qui ont été rédigés à la même époque, par exemple le livre du philosophe, qui est tout à fait passionnant, par exemple les conférences sur l'avenir des établissements d'enseignement prononcées à Bâle, vous vous apercevez que, contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de commentateurs, car Jaspers a été celui qui a été le plus radical, il n'y a pas de rupture dans l'itinéraire de Nietzsche. Il y a une continuité. Moi, je suis au contraire frappé par la continuité, la recherche continue de Nietzsche, qui creuse un sillon, qui va toujours dans la même direction. Donc cette idée de liberté de l'esprit, elle est présente dans les premiers textes. Nietzsche considère que c'est quelque chose qui est apparu sur le sol grec, que l'homme a développé une façon autonome, au fond, de penser, de réfléchir. Et il considère que c'est une mutation, moi j'emploie souvent ce mot, c'est une mutation, peut-être qu'un jour on aura une explication biologique ou biologisante, qui sait. En tout cas, il s'est produit quelque chose sur le sol grec qui a transformé un animal grégaire. Nietzsche aime bien cet adjectif qu'il utilise en français souvent, il aime bien les mots français. Nous sommes, pour Nietzsche, et ce n'est pas une découverte de Nietzsche, nous avons vécu pendant des millions d'années sous forme de hordes de singes. Nous sommes des animaux grégaires, simiesques, et que pour survivre, on a dû se serrer les coudes et être le plus semblable possible et le plus indifférenciable possible de ses voisins. L'individualité était un danger pour le troupeau. Et donc, cette grégarité de l'être humain, liée à l'espèce à laquelle il appartient, et à sa fragilité en même temps, que Nietzsche a découvert en lisant Kant et quelques autres, eh bien, il s'aperçoit qu'elle a connu une modification fondamentale sur le sol grec. Pour la première fois, et ça c'est une thèse vraiment à laquelle je suis très attaché et qui est centrale chez Nietzsche, et on ne comprend pas Nietzsche si on ne passe pas par cette thèse-là, c'est pour la première fois sur le sol grec qu'on a des individus qui sont capables de penser
je dirais, à distance du groupe auquel ils appartiennent. Parce qu'on oublie trop souvent, quand vous lisez les philosophes grecs, les antésocratiques en particulier, on oublie trop souvent qu'ils étaient entourés d'hommes qui partageaient une croyance collective, dont l'unique souci était d'aller au temple faire leur sacrifice aux divinités de la cité. Et on a donc, au milieu de ce troupeau qui partage les mêmes convictions et les mêmes croyances et qui n'a aucun regard critique par rapport à ses propres croyances, on a ces quelques individus qui apparaissent brutalement. Miracle grec, disait Ernest Renan, il n'avait peut-être pas tout à fait tort au XIXe siècle, c'est de l'ordre du miracle. Donc au sein du troupeau émergent quelques individus capables de penser par eux-mêmes. Alors, je viens d'employer cette expression, j'en profite pour vous donner une autre indication tout à fait importante. Penser par soi-même, c'est aussi le mot d'ordre, on l'oublie trop souvent, que Kant avait donné au XVIIIe siècle dans un texte que je considère comme le feu d'artifice de la philosophie des Lumières, qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Ce texte, vous le connaissez probablement, il est sublime, il fait 8 pages, si vous ne le connaissez pas, précipitez-vous dessus. « Qu'est-ce que les Lumières ?» C'est la sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Sapere aude, ose te servir de ton propre entendement, devient majeur, dit Kant. Nous sommes mineurs quand nous nous servons des autres pour penser, nous sommes majeurs quand nous essayons de nous faire notre propre idée de penser par nous-mêmes. Et donc il y a une filiation très importante et trop peu soulignée par les commentateurs entre ce Kant du XVIIIe siècle et le Nietzsche du XIXe. Moi j'ai l'impression que Nietzsche est un philosophe qui va au bout de la logique de la philosophie des Lumières. Il est dans le cas. Et vous en avez un indice très important. En 1878, c'est comme ça que je connais la date de la mort de Voltaire, je peux aller à Question pour un champion, tranquillement. En 1878, 100 ans après la mort de Voltaire, Nietzsche dédie à Voltaire « Humain, trop humain ». L'ouvrage est dédié à Voltaire. Donc, il y a une filiation qui est revendiquée. Nietzsche a une fascination pour le XVIIIe siècle français, pour la philosophie des Lumières, pour Voltaire, et il est dans cette lignée. Et, encore une fois, je reviens en arrière. La naissance de la tragédie, effectivement, est un ouvrage plutôt romantique, plutôt qui semble sombrer dans une sorte d'irrationalité, qui était celle de Richard Wagner, qu'on peut aimer, tous les goûts sont dans la nature, et la philosophie n'a pas trouvé sa vérité au jour présent. Mais effectivement, c'est pas le vrai Nietzsche. Et donc, très rapidement, il va s'éloigner, avant même, sans doute, la publication de la naissance de la tragédie. Et donc, quand il est à Sorrente, et donc je raconte tout ça, ses conversations avec Paul Rée, ses bains de mer, ses découvertes, il est sur la piste des esprits libres. Ensuite, il fait des séjours à Venise. Alors Venise, c'est une ville qu'il aimait bien, il n'y sentait pas l'atmosphère méditerranéenne, c'est une ville humide, souvent un peu grise, mais c'était bénéfique pour lui parce qu'il pouvait vivre, je dirais, dans la solitude. Les ruelles sombres étaient propices à sa vue dégradée, parce qu'il est très sensible à la lumière violente, et donc il est aussi, évidemment, sur les traces un peu de Wagner, parce que Wagner a compté beaucoup dans sa vie. C'est pas parce que je vous ai indiqué à quel point il est loin des idées de Wagner qu'il n'a pas eu ce lien privilégié, et jusqu'à la fin de sa vie, il sera dans une sorte de nostalgie. Il y a de très beaux textes de Nietzsche, en 1876-78, il dit « J'ai aimé cet homme, sa façon de se comporter », donc il y a eu une indiscutable filiation, peut-être même c'est un substitut paternel. Vous savez sans doute que Nietzsche a perdu son père à l'âge de 5 ans, son père qui était pasteur, donc on peut penser que Nietzsche a trouvé en Wagner une sorte de substitut du père. Et puis Nietzsche est tombé amoureux fou de Cosima, Cosima qui avait une trentaine d'années de moins que Richard Wagner, qui est la fille de Liszt, et ce sera un des grands amours tout à fait platoniques de sa vie. Il parle de Cosima jusqu'à la fin de ses jours. Donc, beaucoup de raisons ont fait que Nietzsche a eu ses rapports un peu privilégiés avec Richard Wagner, et à Venise, il retrouve un petit peu la trace de Wagner. C'est à Venise que Wagner avait développé un certain nombre de ses compositions. Ensuite, il y a le carnet génois. Alors, Gênes, c'est une ville que Nietzsche a vénérée. C'est une ville qu'il juge aristocratique, et Nietzsche est un peu aristocrate, vous le savez sans doute. Donc il aime d'abord la minéralité de la ville, où la pierre est omniprésente, sous toutes ses formes. Il aime le cimetière, le fameux Camposanto de Gênes, et il aime Christophe Colomb, bien sûr, et en fait un symbole tout à fait important. Et donc il va être très, très inspiré par la ville de Gênes, et c'est là qu'il va
développer les idées qui vont donner naissance à un livre majeur qui s'appelle Le Gai Savoir, Aurore d'abord et Le Gai Savoir ensuite. Donc Gênes a beaucoup compté dans sa vie, et il y retournera tout à fait à la fin. C'est pour ça que j'ai séparé un petit peu le carnet génois en 2 épisodes. J'ai consacré un carnet à chacune des villes, mais j'ai consacré 2 chapitres à Venise et à Gênes pour différentes raisons. À Gênes parce qu'il y retourne tout à fait à la fin de sa vie, j'y reviendrai dans quelques instants. Ensuite, Messine, la Sicile. Ça, c'est assez étonnant. Nietzsche est quelqu'un qui préparait généralement avec beaucoup de soin ses déplacements et ses voyages. Et là, il est à Gênes, et tout d'un coup, il est pris d'une sorte d'idée violente, irrésistible. Il s'embarque à bord d'un petit voilier, et il part en direction de la Sicile et en direction de Messine. Pourquoi se rend-il en Sicile? Il se rend en Sicile sur les traces d'Empédocle. Empédocle est un des philosophes d'avant Socrate que Nietzsche a beaucoup admiré. C'est peut-être Empédocle qui l'a mis sur la piste du retour éternel, avec vous connaissez la thèse extraordinaire d'Empédocle, l'amour et la haine qui gouvernent successivement le monde, les éléments qui se séparent et ensuite qui se réunissent. Bon, c'est une théorie absolument prodigieuse, que Freud a repris d'ailleurs dans ses derniers écrits. Donc Nietzsche est un grand amoureux d'Empédocle. Il avait rêvé, lorsqu'il était professeur à Bâle, et même un peu avant, je crois, non, c'est avant, à la fin de ses études universitaires, il avait rêvé de consacrer un drame à Empédocle, et il trouve ses carnets préparatoires quand il est à Gênes, et il décide d'aller sur les traces d'Empédocle. Donc il se rend en Sicile, et là, nouvel épisode un petit peu douloureux, il découvre quelques jours après que Wagner est présent dans l'île, donc il va se calfeutrer dans sa chambre lorsque Wagner et son épouse vont traverser les Cygnes pour éviter absolument de le rencontrer. Il veut gravir l'Etna, mais depuis l'éruption qui s'était produite quelques décennies auparavant, il est interdit sans guide d'aller au sommet de l'Etna, donc il va avec un ami, enfin avec un voisin de l'hôtel dans lequel il se trouve, il va aller jusqu'à mi-pente de l'Etna et il va être fasciné par le volcan. Donc j'ai repris dans ce passage une hypothèse que j'avais formulée il y a quelques années dans une conférence sur la fameuse sandale d'Empédocle. Vous savez qu'Empédocle se jette dans l'Etna. C'était un homme complet, Empédocle. C'est un médecin, c'est un gouvernant. Bon, donc il est un peu désespéré de la conduite de ses contemporains et il leur fait un grand discours et il se jette dans l'Etna. Et l'Etna va rejeter quelques jours plus tard une sandale de bronze d'Empédocle. Une sandale. Alors il faut être aussi tordu que je le suis pour faire une hypothèse explicative. Pourquoi l'Etna a-t-il rejeté une sandale et pas les 2, et pas 0? J'ai une explication, vous la lirez dans le livre, qui est sans doute un peu farfelue, mais à laquelle je tiens beaucoup, parce qu'elle m'avait donné beaucoup de mal pour être élaborée. Et puis ensuite on a Nice, bien sûr. Alors, si vous aimez la ville de Nice, vous savez qu'il y a des traces de Nietzsche dans tous les coins de la ville de Nice. Il a une fascination pour Nice, pour le ciel de Nice. Il a qualifié ce ciel d'alcyonien. Donc là aussi, je suis un peu en désaccord avec certains commentateurs. C'est vrai que cet adjectif, il apparaît très tard dans les Kéhomo, en 1888, mais moi je suis persuadé qu'il a très très rapidement trouvé cet adjectif. C'est un Anglais qui a utilisé apparemment cet adjectif au XIXe siècle. Alcynien, Alcyoniche, ça vient de Alcyonea, c'est un oiseau qui, au temps des Romains, était supposé pondre ses œufs entre Noël et le début janvier, et c'était une période où la mer était étonnamment calme. Voilà. Donc ça a donné l'adjectif alcynien, et Nietzsche parle du ciel alcyonien. Donc il a fait 5 séjours à Nice, c'est tout à fait important, et des séjours décisifs. Je parlais tout à l'heure du Zarathustra, donc le premier séjour c'est en 1883-84, l'hiver 83, donc c'est l'hiver qui se rendait au bord de la Méditerranée, c'est pas très original hein, à l'époque, les Anglais le faisaient aussi. Au départ, il n'a aucune attirance pour Nice, il pense que c'est une ville qui attire les oisifs du monde entier, il n'a aucun atome crochu avec ces gens-là. Et puis il lisait beaucoup de revues touristiques pour essayer de trouver des indications sur les lieux qu'il pourrait. Il cherchait un lieu où il se sentirait bien, où sa santé s'améliorerait. Et donc il découvre, il lit quelque chose d'intéressant sur la ville de Nice, et donc il décide de se rendre à Nice. Et donc il passe cet hiver 1883-1884, et il est particulièrement inspiré lors de cet hiver-là, puisque c'est là qu'il écrit la 3e partie d'Ainsi parlait Zarathustra, en 3 semaines, comme je le disais tout à l'heure, et c'est sur le fameux chemin d'Èze, entre le bord de mer d'Èze et le nid d'aigle d'Èze, qu'il a l'illumination des nouvelles tables du Zarathustra, quand il arrive au sommet
de la colline, il a déjà le texte dans sa tête. C'est un petit peu comme, c'est un grand marcheur, Nietzsche, hein. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas travailler longtemps à sa table de travail, pour des raisons de santé, des maux de tête épouvantables, des problèmes de vue. Donc c'est quelqu'un qui pensait en marchant. Il marchait pendant des heures, il marchait 5 à 6 heures par jour. Hein. En regardant ses lettres, etc., je me suis aperçu que c'est à peu près ça. C'est souvent 5 à 6 heures par jour. Et puis les idées lui venaient en marchant. Là, j'ai écrit un petit texte qui s'appelle « Penser en marchant », consacré à Nietzsche. Et quand il revenait à son bureau, c'était un petit peu à l'esprit, et il rédigeait sur ses cahiers toutes les idées qui lui étaient venues à l'esprit. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Hein. Donc, il fonctionnait en rédigeant des cahiers, et ensuite en allant chercher dans ses cahiers la matière de ses ouvrages. Donc, en 83, en 84, il revient encore à Nice. Donc là, il a publié la 4e. Il va ajouter une 4e partie, 84 et 85, au Zarathustra. Donc, beaucoup de choses se sont produites à Nice, où on a des traces du philosophe un petit peu partout dans la ville. Il a beaucoup fréquenté différents hôtels qui sont aujourd'hui détruits, le quartier des musiciens, le quartier Saint-Philippe. Et une anecdote un petit peu amusante que je signalais ce matin à la personne qui m'a interviewé. Un jour, il ouvre, ça va me servir de transition un petit peu, enfin ça annonce ma dernière partie. Un jour, il ouvre sa fenêtre quand il est au quartier Saint-Philippe et il dit « J'ai vu la Corse par ma fenêtre ». Alors, il faut savoir que Nietzsche avait du mal à voir ce qui se passait à 10 mètres de lui. Donc la Corse était peut-être visible encore que c'est assez improbable. On la voit parfois sur la Grande Corniche. Bon, j'étais à la fête du livre de Roquebrune-Cap-Martin. Là, en décembre, on disait qu'il arrive qu'on voit la Corse depuis le littoral de Roquebrune. Enfin, il faut déjà avoir une bonne vue. Donc Nietzsche dit « J'ai vu la Corse ». Ce qui veut dire quelque chose de très important, j'anticipe sur la dernière partie de mon exposé, ça veut dire qu'il pensait fortement à cette Corse, puisqu'il a cru la voir par sa fenêtre. Et il écrit ça à sa sœur, qui a dû beaucoup rire, évidemment, parce qu'elle connaissait ses problèmes de vue, et l'idée que Nietzsche ait pu voir la Corse par la fenêtre de son balcon niçois, ça a dû faire beaucoup rire à toute sa famille. Donc, 5 séjours à Nice, et ensuite, on parlera de la Corse dans quelques instants. Alors, quelques mots, donc je reviens sur la caricature, évidemment, sur Wagner, sur Elisabeth. Le drame de Nietzsche, un des drames de Nietzsche, donc c'est effectivement son assimilation au courant wagnérien, et c'est sa sœur aussi. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, si vous lisez Ecce Homo, il y a quand même une autodérision unique, je crois, chez les philosophes. Nietzsche dit « J'ai quand même une objection à faire à ma grande idée du retour éternel, c'est que je vais retrouver ma mère et ma sœur. » Là, on est dans la prochaine incarnation, et ça, c'est quand même très très dur. Donc, se moquer ainsi de sa propre idée géniale, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, la sœur de Nietzsche, c'est quand même un horrible personnage, il faut bien le savoir, qui quand même allait très très loin dans les idées, dans l'idéologie qui était la sienne, du pan-germanisme. Un très beau livre est sorti chez Robert Laffont en 1993 qui s'appelle « Elisabeth Nietzsche et la folie arienne ». Il faut quand même savoir qu'Elisabeth est allée fonder une colonie de race pure au Paraguay en 1885. Colonie de race pure, qui s'appelait la Germania. Bon, ils sont tous tombés malades, ça s'est passé très très mal. La race des seigneurs n'était apparemment pas très brillante au niveau de la santé physique, mais effectivement, c'est pour vous dire qui était Elisabeth. Bon. Or, il se trouve que le malheureux Nietzsche, il est mort 2 fois, vous le savez sans doute. Il est mort une première fois en 1889. Il s'effondre dans une rue de Turin, après avoir, il voit un cocher en train de fouetter un cheval, et il se précipite, il parle à l'oreille des chevaux, ce qui est très mauvais signe en fait, il faut revenir sur l'idée du Chine brillante qui a développé cette thématique. Bon, il s'écroule, il parle au cheval, il s'écroule, on le rapatrie en Suisse, et puis ensuite en Allemagne, et il ne va plus parler, hein, il va vivre une vie végétative, donc il est mort physiquement, cérébralement, si vous voulez, en janvier 1889, mais il est mort physiquement 11 ans plus tard, en 1900. Il est mort en 1900. Or, pendant toutes ces années, Elisabeth publie tranquillement un livre signé Frédéric Nietzsche qui s'appelle « La volonté de puissance ». Moi, je suis extrêmement choqué, et j'écris des lettres incendiaires aux éditeurs, qu'on édite à nouveau, qu'on réédite La volonté de puissance, qui est un faux, qui n'est pas un livre de Nietzsche. Bon.
Elisabeth est allée chercher dans les cahiers de son frère toutes sortes de textes qui lui semblaient assimilables à l'idéologie pan-germaniste. Elle en a modifié quelques-uns, elle a trafiqué quelques textes, mais dans les cahiers de Nietzsche, il n'y avait pas que du Nietzsche. Il y avait des paragraphes entiers dans lesquels Nietzsche recopiait des livres qu'il était en train de lire. Je vous signale une anecdote particulièrement savoureuse que j'ai trouvée dans le beau livre de Montinari qui s'appelle « La volonté de puissance n'existe pas ». Dans La volonté de puissance, vous avez un texte très long sur l'origine du christianisme. Et donc, un brillant universitaire français, professeur en Sorbonne, dont je ne citerai pas le nom, vous comprendrez pourquoi, écrit un texte, un article dans une brillante revue en disant « C'est quand même étonnant la proximité entre les thèses de Nietzsche et les thèses de Tolstoï. » Bien évidemment, c'est du Tolstoï. Le texte en question n'est pas de Nietzsche, c'est la copie par Nietzsche de 2 paragraphes de Tolstoï, mais l'universitaire en question est tombé dans le panneau comme beaucoup d'autres. Je ne lui en veux pas du tout, mais c'est pour vous dire que c'est scandaleux de rééditer La volonté de puissance, parce qu'il y a quantité de textes qui ne sont pas du tout de Nietzsche dans La volonté de puissance. Non, il y a du tout. Et donc, il y a effectivement ces 2 pages d'un livre de Tolstoï sur l'origine du christianisme, sur lequel un université français dit c'est étonnant, comme il est proche de Tolstoï, évidemment, c'est du Tolstoï. Bien. Donc, Elisabeth publie La volonté de puissance, elle fait circuler ce livre dans les milieux wagnériens, et elle va participer activement à la montée du nazisme. Elle offre la canne de Friedrich à Adolf Hitler, et il faut quand même savoir qu'Adolf est allé aux obsèques de la sœur de Nietzsche. Je ne pense pas qu'il allait aux obsèques de n'importe qui, hein. Il avait autre chose à faire. Donc il a assisté aux obsèques d'Elisabeth Förster-Nietzsche, Adolf Hitler. Donc on comprend pourquoi, à partir de là, à partir de tout ce travail, je dirais, de sape effectué par Elisabeth Förster, Nietzsche a eu cette image complètement délirante. Il fallait beaucoup de mérite, la question m'a été posée ce matin, pour travailler sur Nietzsche à l'époque où j'étais étudiant en philosophie. Parce qu'à l'époque où j'étais étudiant en philosophie, ça va peut-être rappeler certains souvenirs à quelques-uns d'entre vous, on avait une Bible qui était l'histoire de la philosophie d'Émile Breillet, hein, 6 volumes aux presses universitaires de France. Et quand on ouvrait le 19e siècle, dans la philosophie de Breillet, on avait, et quand on ouvrait l'article sur Nietzsche, on avait 20 lignes, Nietzsche, wagnérien, débridé, probablement un des ancêtres du national-socialisme. Bon, il fallait beaucoup de mérite pour travailler sur Nietzsche dans ces conditions-là. Mais effectivement, tout le travail effectué par Elisabeth a contribué à cette caricature monstrueuse que Nietzsche avait pressentie. Hein. Il ne sait plus comment faire pour se démarquer de cette étiquette de wagnérien, si bien qu'en 1888, c'est la dernière année où il a une productivité exceptionnelle, il écrit 5 livres avant de s'effondrer en 1889, il publie 5 bouquins en 1888. Et il en publie 2 sur Wagner, Nietzsche contre Wagner et le cas Wagner. Il ne sait plus comment faire pour se débarrasser de cette étiquette qui lui colle au front et qui est aux antipodes de tout ce à quoi il croit, de toutes ses pensées les plus profondes. Donc, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, toute une équipe internationale dirigée par 2 Italiens admirables, Giorgio Colli et Mazzino Montinari, se sont rendus dans les archives. Alors le seul point bénéfique au fond pour lequel on doit être redevable à Elisabeth, c'est qu'avec les mauvaises intentions, vous voyez, on dit, le proverbe dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, ou l'inverse, c'est qu'elle avait recueilli les carnets de son frère, elle avait créé des archives, et que ces archives, effectivement, ont été dépouillées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et toute une équipe internationale a dépouillé ces archives, a dépouillé les cahiers. Et donc c'est dans les années 80, et j'en ai été le bénéficiaire avec quelques autres, qu'on a enfin eu à notre disposition l'œuvre véritable de Nietzsche, sans la volonté de puissance, l'œuvre véritable, hein, c'est-à-dire les écrits publiés et les cahiers. Alors ces cahiers, il fallait un travail considérable pour les éditer, parce que dans ces cahiers, Nietzsche vivait de la petite pension de l'université de Bâle dont je parlais tout à l'heure. Donc souvent il arrivait quelque part, à Nice ou ailleurs, et il n'avait plus de cahier, donc il reprenait un cahier qu'il avait commencé 10 ans auparavant, et puis il continuait à écrire, et puis il résumait des ouvrages dont on lui avait parlé ou qu'il était en train de lire. Donc il a fallu un travail considérable pour faire le tri dans tout ça, qu'est-ce qui est vraiment de Nietzsche, quelles sont les dates. Donc moi j'ai eu l'énorme chance, en préparant mon doctorat d'État, on est 2 finalement en France où
qui partageons cette proximité. J'ai découvert ça par hasard il y a quelques semaines à peine. Il y a un universitaire que je respecte beaucoup, qui est Patrick Watling, qui a écrit Nietzsche et le problème de la civilisation, que vous connaissez peut-être, et je me suis aperçu, je l'ignorais totalement, que Patrick Watling avait soutenu sa thèse en 1991 comme moi. Donc on est les premiers qui avons pu travailler sérieusement sur l'œuvre véritable de Nietzsche. Et petite anecdote, je termine sur ce point de mon exposé, il aurait pu m'arriver une aventure un peu fâcheuse lors de ma soutenance de thèse. Dans mon jury de thèse, il y avait un universitaire que je connaissais bien, qui avait soutenu deux ans auparavant un doctorat d'État sur la volonté de puissance de Nietzsche. Et moi, je commence ma thèse en disant « Je m'honore de jamais citer ce faux qui est la volonté de puissance ». Il n'a pas été très content, le monsieur. Je partage son désarroi, mais ce n'est pas de ma faute s'il a été victime des manigances d'Elisabeth Förster. Donc voilà comment les choses se sont passées, et on continue à rééditer stupidement la volonté de puissance qui devrait disparaître vraiment. Je ne suis pas un partisan des autodafés, mais si un jour vous voulez faire un autodafé de la volonté de puissance sur la place du diamant, je viens, je mets le feu le premier. Bon, c'est tout à fait ce qu'on veut. Alors Nietzsche et la Corse, quand même, il est temps d'y arriver. Donc Nietzsche rêve de la Corse pour beaucoup de raisons. J'en avais indiqué quelques-unes dans cet article Nietzsche et la Corse de 1984. Je vous cite une formule qui me paraît décisive sur ce plan-là. C'est une formule de 1880, des fameux cahiers non publiés, qui sont des mines irremplaçables de documents. Voilà ce qu'il écrit dans un de ses cahiers. « Respect, joie devant la diversité des individus. La joie devant l'étrangeté des nations et des cultures est un pas en ce sens. » Tout est dit dans ces deux formes. Autrement dit, Nietzsche n'est pas, je dirais, fasciné par la diversité des cultures parce qu'elle est la diversité des cultures. Il est fasciné par la diversité des cultures parce qu'elle est la condition de l'apparition de véritables individus. La hantise de Nietzsche, je l'ai souvent rapproché de Claude Lévi-Strauss sur ce plan-là, c'est l'uniformisation. Nietzsche est particulièrement obsédé parce qu'il est le premier peut-être à percevoir avec autant d'acuité qui est le danger d'une grande uniformisation planétaire, d'une grande indifférenciation des hommes, de l'apparition d'un homme standardisé, grain de sable, dit-il, il utilise beaucoup cette métaphore du sable, et donc il se réjouit de voir des groupements humains, des groupes humains qui résistent à cette uniformisation, qui restent attachés. Donc là, il y a beaucoup de contresens possibles, évidemment. On pourrait penser que Nietzsche se réjouit effectivement de l'identité des cultures. C'est pas tout à fait cela. C'est pas tout à fait cela, même si cette dimension n'est pas totalement là. Il se réjouit de la diversité des cultures parce qu'elle est la condition de la naissance d'individus véritables. Ce n'est qu'au sein de cultures authentiques que l'individu peut surgir et s'affirmer en tant que tel. Voilà la thèse, je dirais, fondamentale de Nietzsche. Donc il rêve d'aller voir en Corse cette diversité, cette originalité, cette résistance. Il rêve d'y venir en 1883. Il avait correspondu avec une hôtelière allemande d'Ajaccio qui était prête à le recevoir. Il y a un nouveau projet en 1885. Et le dernier projet le plus précis, c'est 1888. 1888, je vais vous lire ces quelques lignes qu'il écrit donc à son ami Köselitz, Peter Gass, son secrétaire, musicien de talent. Il écrit le 1er février 1888, « Un séjour en Corse. On vient d'inaugurer le chemin de fer entre Bastia et Corté, 1er février 1888. Nous trouverions notre compte à la grande modestie des coutumes corses, à la simplicité des mœurs. Et comme on y serait loin de la modernité, entre guillemets, peut-être l'âme s'épure-t-elle, se fortifie-t-elle là-bas, devient-elle plus fière, car je conçois clairement que l'on souffrirait moins si l'on avait plus de fierté. Vous et moi ne sommes pas assez fiers. » Très très beau texte. Donc il rêve de cette fierté corse. Alors il manifeste un attachement un peu douteux à la coutume de la vendette. Ah bon, ça, on peut être un peu surpris là-dessus. Mais il y voit justement un élément de résistance, un élément de fierté. C'est ce qu'il écrit aussi quelques années auparavant, dans un autre fragment non publié, qui est rédigé à l'époque de Rohr, où il écrit... C'était un grand amoureux de Mérimée, donc il avait lu Colomba, évidemment, et il aimait beaucoup Mérimée.
et il écrit « Un corps se tient pour immoral de mendier et non pas de vivre en bandit. Les meurtres de la vendette sont même moraux, l'orgueil comme critère. » On n'est pas obligé de partager cette fascination pour la vendette, mais c'est un élément qui n'est pas inintéressant, qui montre comment Nietzsche croyait retrouver dans cette île une résistance à l'uniformisation planétaire. Et puis il y a deux hommes qui l'attirent sur cette île, évidemment. Napoléon, il se prend d'amour pour Napoléon dans les années 1880. Il dit de Napoléon dans Le Cul Savoir que c'est le dernier homme de la Renaissance. Et quand on connaît la fascination de Nietzsche pour la Renaissance, on voit que c'est un immense compliment, évidemment. Donc il considère que c'est, non pas un surhomme, mais c'est quelqu'un qui a des qualités humaines absolument exceptionnelles, de créativité, d'inventivité, de courage, de fierté. Donc il rêve d'aller sur les traces de Napoléon, et il dit c'est plutôt Corté qui m'intéresse, parce que c'est là qu'il a été engendré, qu'il soit né à Ajaccio. Je suis désolé pour les Ajacciens que vous êtes, c'est pas très important, ce qui est important c'est Corté, parce que c'est là qu'il a été engendré. Bien. Et puis, plus curieux, il est fasciné par Pascal Paoli. Il est fasciné. Il dit que c'est l'homme le plus accompli du XVIIIe siècle. Alors, malgré toutes mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver comment il a pu entrer en contact avec les idées de Paoli. Peut-être dans le livre Corsica de Gregorius, qu'il avait beaucoup lu, qui était un best-seller de l'époque. Je n'ai pas trouvé de traces vraiment qui me permettent, mais il faut que je continue à chercher. Mais il est fasciné par la figure de Pascal Paoli et il rêve donc d'aller en Corse sur les traces de Napoléon et de Paoli. Et je me mets à rêver un petit peu, donc on est en 1888, il rêve de venir s'installer, il a un projet très solide de 5 ans, il voudrait passer 5 ans, dit-il, en Corse, tout était prêt, tout était programmé. Alors je me demande, et je conclurai par là, avant de dialoguer avec vous, que se serait-il passé si Nietzsche était venu en Corse en 1888, parce qu'au fond sa maladie n'était pas nécessairement programmée au mois près, au lieu de s'effondrer à Turin en 1889, peut-être qu'il aurait eu encore quelques années de créativité. Il voyait aussi en Corse des forces telluriques, ça c'est assez un peu ésotérique, mais en 1887 il assiste au tremblement de terre de Nice, qui est le plus grand tremblement de terre qui ait jamais eu lieu à Nice depuis 150 ans, et ça le réjouit curieusement, il se promène, il sent une puissance, et dans les mois qui suivent il écrit beaucoup de textes, et donc il dit il y a en Corse des forces telluriques extraordinaires qui pourraient dynamiser mon écriture, ma créativité. Voilà, on peut rêver. Que se serait-il passé si Nietzsche était venu s'installer en Corse en 1888? Peut-être qu'il aurait eu 4 ou 5 années de répit avant l'effondrement final, peut-être qu'il aurait écrit enfin ce livre qu'il voulait écrire, qui n'est pas du tout la volonté de puissance, qui est un livre sur le renversement des valeurs, qui est un livre de synthèse. Il n'a pas pu écrire son grand livre de philosophie, c'est pour ça qu'il appartient aux philosophes d'aujourd'hui de prolonger son travail et d'écrire le livre que Nietzsche n'a pas pu écrire, mais il rêvait d'écrire ce grand livre de synthèse, dont on trouve simplement quelques extraits à travers le crépuscule des idoles, par exemple. Voilà, j'ai été un petit peu long, j'en suis désolé, mais j'espère que j'ai simplement pour vous donner envie de me poser des questions et puis de réagir par rapport à mon propos. En tout cas, un grand merci de votre attention et je suis très très heureux de vous trouver nombreux comme ça. J'avais quelques inquiétudes et je me fais très très plaisir d'être là si nombreux ce soir. Merci de votre attention. Merci Philippe. Avant de passer le micro, je vais poser la première question parce que quand même elle m'intrigue et ça touche à la fin de ton intervention. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus? Qu'est-ce qui fait que Nietzsche est en admiration devant les Corses, soit individuellement, en l'occurrence Napoléon, Pascal Paoli, mais également apparemment les Corses eux-mêmes. Par rapport à sa philosophie, je veux dire, qu'est-ce qui relie les deux? Alors, je pense avoir donné quand même quelques éléments de réponse, mais je vais les repréciser. Il se dit, dans sa vision des choses, Nietzsche, tu m'obliges à donner, je dirais, ma lecture de sa philosophie. Je suis d'accord avec votre ligne pour dire que c'est un philosophe de la civilisation. Ce qui l'intéresse, c'est le dynamisme de l'humanité et la façon dont l'homme peut exploiter ses potentialités. Je commençais mon cours avec mes hippocanieux, mes canieux, en leur posant une question.
je ne vais pas vous la poser à vous parce que vous avez la réponse, mais c'était toujours mon début d'année. Savez-vous combien de temps ont vécu sur Terre les dinosaures, brontosaures et diplodocus? Alors ils se sont regardés un petit peu, puis il y en a un qui finissait par lever le doigt, 70 millions, 80. J'ai dit, bon, allez, arrêtons-nous à 70 millions d'années. On les appelle des monstres. Ils ont vécu 70 millions d'années. Nous, d'après les découvertes scientifiques les plus récentes, il y a à peu près 4 millions d'années qu'on est là. Donc encore 66 millions d'années pour faire match nul avec le diplodocus. Ils n'ont jamais oublié ça, hein, ça les a marqués à vie. Bon. Ça veut dire que l'homme est un nourrisson, c'est un être qui vient d'apparaître, dont les potentialités sont très loin d'être développées, à condition évidemment qu'il ne détruise pas son environnement comme il est en train de le faire. Mais il y a vraiment cette idée de Nietzsche que l'homme est au début de son parcours. Bien. Quel est le sens de ce parcours? C'est très clair, vous lisez dans la généalogie de la morale des formules tout à fait essentielles. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'individualisation. C'est-à-dire que l'homme est le seul mammifère dans lequel a surgi, à un moment donné, c'est sur le sol grec, une mutation exceptionnelle. Cet homme, bien sûr, c'est un être social et il le restera. Nietzsche ne demande pas, on pourrait faire le même contresens que ce Rousseau, il ne demande pas d'aller vivre dans la forêt avec les ours. Nous sommes des êtres sociaux, mais en même temps, nous avons cette capacité exceptionnelle et toute récente de prendre nos distances avec le collectif, avec la croyance du troupeau, avec ce que pensent les uns et les autres. Nous avons cette capacité de trouver, et n'oubliez pas que Nietzsche s'est donné une devise qu'il a empruntée au poète grec Pindare, et il faut faire très attention à cette devise, deviens celui que tu es, deviens celui que tu es. J'ai une sorte de devoir moral, si elle est morale nietzschéenne, elle est là, elle n'est pas ailleurs, qui est de développer mon originalité, mes potentialités. Nous sommes tous, et c'est quelque chose, c'est un message qui, je pense, vous fera du bien, en tout cas je l'espère, nous sommes tous des êtres uniques. Nous sommes tous des êtres uniques. Il y a un mot que Nietzsche aime beaucoup, qu'il emploie en français, qui est le mot idiosyncrasie. Hein, nous avons tous une idiosyncrasie, nous avons tous un tempérament qui est différent de celui du voisin. Nous sommes potentiellement des individus et des individus uniques. Et donc l'idée de Nietzsche, effectivement, c'est que cette émergence de l'individualité, elle va se poursuivre, mais pour qu'elle se poursuive, il y a une condition majeure qui est la résistance à l'uniformisation planétaire. Parce que si effectivement la société s'uniformise totalement, il n'y a aucune chance pour que des individus puissent surgir dans un monde totalement uniformisé. Donc c'est la formule que je citais tout à l'heure, hein, joie devant la diversité des individus, la diversité des peuples est un pas en ce sens. Cette formule, elle me paraît absolument décisive. Nietzsche se réjouit de la diversité des cultures parce qu'elle est la condition de l'émergence de l'individualité. Aucune chance pour que des individus apparaissent dans un monde uniformisé et standardisé. Voilà l'idée. Et donc il pressent qu'il y a encore cette résistance, et je crois qu'il ne s'est pas trop trompé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il ne s'est quand même pas trop trompé, et il aurait été passionnant de découvrir ce qu'il aurait dit s'il était venu sur place, sur l'île elle-même, et observer ce qu'il aurait pu observer à l'époque. Il est persuadé qu'il y a sur cette île quelque chose qui est original, qui est unique. Il connaît certainement la phrase de Rousseau, cette petite île étonnera le monde. Donc il est persuadé qu'il y a sur cette île de Corse une résistance à un mouvement inquiétant d'uniformisation qu'il voit se développer un peu partout en Europe, et il aimerait voir d'un peu plus près ce qui se passe. Et il se dit, enfin je reconstruis son raisonnement, il se dit une île qui a pu engendrer à la même époque, au XVIIIe siècle, un Napoléon et un Pascal Paoli, c'est quand même un signe. C'est quand même un signe. Une île qui a pu engendrer deux individus d'une telle envergure et aussi exceptionnelle, c'est un terreau qui mérite d'être regardé de près. Et voilà la raison, je crois, fondamentale pour laquelle il aurait aimé venir voir après ce qui se passait dans cette île et pourquoi elle pouvait peut-être être une sorte de modèle pour l'avenir de la civilisation. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire sur Nietzsche et la Corse, hein, mais j'en ai dit quelques-unes et pour l'instant je suis le seul qui dit quelque chose à ce sujet. Voilà. Alors, oui, vous avez abordé, Philippe Granarolo, plusieurs aspects tout à fait passionnants dans votre perception de Nietzsche. D'abord, vous avez souligné le marcheur qui pense en marchant et qui d'ailleurs qualifie Flaubert, si je ne m'abuse, de nihiliste cul de plomb parce qu'il se vante un jour de ne pouvoir penser qu'assis. Mais il a aussi, votre ouvrage, quelque chose qui le rapproche d'une tradition littéraire qui ne nous éloigne pas beaucoup de Wagner, tout en nous en séparant aussi, d'un journal apocryphe célèbre d'André Fregnault,
sur le roi Ludwig II de Bavière, qui s'appelle Le livre de raison d'un roi fou, et qui est un personnage tout à fait hanté aussi par la Méditerranée et par le refus d'une partie de la guerre de 1870 de la même manière. Mais il y a un autre aspect que vous avez souligné et une interrogation que vous vous êtes posée sur l'hypothèse de ce qui avait pu attirer Nietzsche à se soucier de Pascal Paoli et comment il y était peut-être venu. Vous avez souligné qu'il est grand lecteur d'un certain nombre d'auteurs français, et probablement très largement de Voltaire, bien sûr, peut-être de manière moins directe pour Napoléon de Dumas, mais je pense pour la Corse et pour Napoléon et Paoli et pour l'idée que l'on se faisait des Corses de l'époque, il est très probablement, mais j'aimerais en avoir la certitude, mais j'y mettrai ma main, si j'ose dire, il est très probablement lecteur de Stendhal. Oui. Et il y a dans Stendhal, dans le De l'amour, une définition de l'énergie du caractère corse des officiers corses de la Révolution. Exact. Et il y a surtout dans La vie de Napoléon de Stendhal, ouvrage désormais connu dans sa forme définitive et complète, une longue série d'analyses sur ce que Napoléon a fait en grand pour la France et qui lui vient de ce que Paoli a fait en petit pour la Corse, et une définition et un parallèle entre Paoli et Bonaparte et Napoléon par Stendhal que je crois Nietzsche ne pouvait pas ou n'avait peut-être pas ignoré. Je me demande si le point d'accroche n'est pas là. Je suis tout prêt à dire oui. Dumas, aucun doute. Bien entendu, il a lu Dumas, il a lu Mérimée, donc ça ce sont quelques sources. Mais Stendhal, effectivement, je savais que Nietzsche avait lu et apprécié Stendhal, mais je vais me plonger dans les lectures que tu recommandes, parce qu'il y a là certainement quelque chose à creuser, tout à fait. C'est un amoureux de Stendhal, c'est un amoureux de la littérature française, c'est un amoureux de la France. Il n'y a pas plus francophile que Nietzsche, c'est assez extraordinaire. Je pense que si les nazis avaient lu Nietzsche, ils auraient brûlé ses livres en place publique, parce qu'il dit les Allemands n'ont pas de devenir, c'est un peuple minable, il n'y a pas plus anti-allemand qu'il était exagérément anti-allemand, parce qu'ils ont quand même des qualités, les amis allemands, mais il est d'une sévérité terrifiante vis-à-vis des Allemands, et à tel point qu'ils s'imaginent des ascendances polonaises qui sont totalement délirantes et sans doute totalement farfelues. Mais oui, c'est un amoureux fou de la France, et je raconte à Sorrente comment le soir, au coin du feu, il lisait Stendhal, il lisait Dumas, etc. Voilà, oui, il est fasciné par la culture française. Je pense que les Français sont beaucoup plus raffinés, il est très choqué par la lourdeur allemande, ce qu'il considère, à tort ou raison, comme la lourdeur allemande. Tout à fait. Mais Stendhal, oui, c'est une piste tout à fait passionnante. Alors moi, j'ai une petite piste bien moins passionnante, je crois, mais le côté musicien de Nietzsche, peut-être, et les polyphonies corses, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus? Ah, ça c'est tout à fait intéressant ce que vous dites. Je ne sais pas du tout ce qu'il connaissait de la polyphonie corse, j'ai rien eu de particulier à ce sujet, mais ça pourrait être également un angle intéressant. Je tiens à dire, pour ceux qui l'ignorent, je le cite dans mon livre, j'ai demandé son autorisation, Nietzsche était un très grand musicien. Il y a une quinzaine d'années, j'étais invité à la fête du livre de Nice, à laquelle je participe régulièrement, et j'ai été invité à prononcer une conférence sur Nietzsche. Et mon voisin de table qui a prononcé une conférence avant moi, c'était le directeur du conservatoire de Nice. C'est un très grand musicologue, un très grand monsieur, reconnu internationalement. Il a fait écouter la musique de Nietzsche, que je connaissais, mais que très peu de gens connaissaient, les compositions au piano de Nietzsche, qu'on trouve facilement aujourd'hui. Et il a dit, si Nietzsche avait persévéré, s'était consacré à la musique, il aurait été le plus grand musicien de la fin du XIXe siècle. Alors, je me suis senti obligé de demander l'autorisation à ce monsieur de reprendre cette phrase, parce que j'ai dit, il s'est peut-être laissé un petit peu emporter dans le feu d'action, et il ne pense pas vraiment ce qu'il a dit, et il m'a immédiatement répondu, j'ai retrouvé son adresse mail, on a pu correspondre, il m'a dit, mais bien entendu, je continue à penser ça, ça aurait été un musicien absolument génial, il y a des traces de génie, il a fait écouter des morceaux en disant, écoutez ça, moi je ne suis pas suffisamment musicologue pour apprécier, mais il dit, il y a quelque chose d'absolument fabuleux dans ce morceau que je vous fais écouter. Donc, effectivement, la musique pourrait être une piste. Alors, j'ai rien lu sur la polyphonie corse, mais peut-être avait-il quelques connaissances, ça mériterait d'être creusé, mais c'est un indice effectivement supplémentaire, et puis c'est éminemment méditerranéen, parce que même si nous sommes attachés
à ce qui fait l'originalité de notre musique corse, on sait qu'il y a quand même des proximités avec la musique de certaines îles méditerranéennes et qu'on est on est au cœur, je dirais, de la culture méditerranéenne avec cette polyphonie. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Le micro, encore toi? Sur les polyphonies, je pense qu'elles n'étaient pas encore au XIXe siècle tout à fait publiées ou connues comme elles le sont aujourd'hui, du moins au niveau français puis allemand. Mais enfin, il avait certainement lu chez Mérimée, puis chez Grégorius et d'autres, un certain nombre de textes corses, de poèmes, et notamment de voce, qui avaient été pour certains approchés pour des mises en musique. Et effectivement, Nietzsche a composé, il y a d'ailleurs des enregistrements relativement récents et assez remarquables de l'ensemble de ses productions musicales personnelles. Mais pour la Corse, je pense que la polyphonie, en plus, c'est essentiellement la Haute-Corse, il faut bien le dire. Alors il s'est soucié... Non, mais c'est une réalité. Le sud de la Corse n'est pas polyphonique, même si ça a tendance à un peu s'uniformiser aujourd'hui. Mais il s'est soucié de Corté et de la Haute-Corse beaucoup plus largement que d'Ajaccio. Tu as peiné les Ajacciens peut-être sur la remarque sur le fait que Napoléon ait été engendré à Corté, mais après tout, il parlait le corse de Bocognano, ça rattrape un peu. Mais sur cette notion, justement, des publications de la poésie et de ce qui allait devenir de la musique corse, les polyphonies, c'est peut-être s'avancer beaucoup, les vocerie, en revanche, certainement, il les connaissait. Alors, quelque chose qui va tout à fait dans ce sens-là, c'est qu'il a, et c'est peu connu, c'est dans la correspondance que j'ai pu trouver ça, il a vraiment poussé son ami Peter Kazelic à écrire un opéra sur la Corse, hein, inspiré de Mérimée, et ça ne s'est jamais produit, et je dis on peut en avoir le regret, parce que si Kazelic avait produit cet opéra, peut-être que la Carmen de Bizet nous apparaîtrait comme un peu fade aujourd'hui, et ça aurait peut-être été le grand opéra de la fin du XIXe siècle. Donc effectivement, son attachement à la Corse, il est très très profond, hein, et il aurait vraiment aimé que Kazelic produise un opéra inspiré de Mérimée, enfin plus ou moins inspiré de Mérimée, et ça ne s'est jamais produit, il l'a beaucoup regretté, il était déçu par la façon dont Kazelic n'exploitait pas véritablement toutes ses qualités, et je le signale dans un des carnets, il a été un peu frustré, un peu déçu, il a essayé de le pousser vraiment. Alors ceci dit, il a une dette considérable, parce que étant donné ses problèmes de vue et ces céphalées monstrueuses dont je parlais, ça a été un secrétaire merveilleux, il a écrit... c'est lui qui a écrit, enfin qui a rédigé, qui est sous la dictée de Nietzsche, qui a écrit tous les livres de Nietzsche pratiquement, donc il a été un secrétaire d'un dévouement absolument fabuleux, et donc c'est quelqu'un qui a mis un peu sa propre carrière de musicien entre parenthèses pour se mettre au service de Nietzsche, et Nietzsche en est conscient d'ailleurs, je le dis dans le chapitre sur Venise, il se demande s'il ne demande pas trop à Kazelic en lui demandant de se consacrer à ce point à l'œuvre de Nietzsche plutôt qu'à son œuvre propre. Et il fait un peu machine arrière. Dans son dernier séjour à Venise, ils vont faire de la musique essentiellement tous les deux, ils se mettent au piano à tour de rôle. Mais il aurait aimé que Kazelic consacre un opéra à la Corse, effectivement, ça aurait été un élément supplémentaire prouvant son attachement à notre île, tout à fait. C'est curieux d'ailleurs parce que Wagner meurt à Venise en 1883. Nietzsche est où à ce moment-là? Il apprend la mort de Wagner, je ne sais plus si c'est à Nice ou il n'est pas à Venise à ce moment-là, il n'est pas à Venise. Il est à Venise, j'ai les dates là, il est à Venise en 80, et puis ensuite il y revient un petit peu plus tard, il est en 84, voilà, non, en 83 il n'est pas à Venise. 83 il est à Nice vraisemblablement, si c'est pas, je ne sais pas la date, je n'ai pas en tête la date exacte de la mort de Wagner, mais il s'est senti en même temps un peu coupable. Disons, les rapports de Nietzsche à Wagner sont très très complexes et très tortueux. Il a été fasciné par cet homme, il a été séduit par cet homme, il a été amoureux de sa musique pendant un certain temps il n'a jamais adhéré vraiment à la mythologie wagnérienne, mais il y a quelque chose qu'il n'a jamais renié, et ça je le disais déjà dans ma thèse sur Nietzsche.
c'est le metteur en scène Wagner. Il considère que Wagner, c'est celui qui a inventé, qui a ressuscité un petit peu la tragédie grecque, c'est-à-dire qui a créé une forme d'art qui est autant visuelle qu'auditive, qui exploite toutes les ressources de la sensibilité humaine. Et on peut regretter aujourd'hui encore que Wagner n'ait pas connu le cinéma, parce que ça aurait été un cinéaste prodigieux, quoi. Et donc il est né un peu trop tôt, Wagner, peut-être que s'il avait connu le cinéma. Mais en même temps, il aurait peut-être été un peu dangereux, parce qu'il aurait peut-être mis son cinéma au service d'Adolphe, et ça aurait été... Et justement, à ce propos, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une phrase, ou comment tu pourrais nous dire ça, une fois pour toutes, que Nietzsche, justement, ce malentendu qu'il y a sur le surhomme, sur son appétence à l'hygénisme, enfin tout ça, bon, ce qui est faux, on en a parlé, on le sait, mais c'est encore un petit peu dans la tête de beaucoup de gens. Ça. Alors qu'est-ce qu'il pourrait faire? Comment tu pourrais le... Vous avez un auteur qui a écrit beaucoup sur ce sujet, qui s'appelle Philippe Granarolo, donc lisez-le, voilà. Non, Nietzsche dit, il est très clair, il dit « je suis anti-antisémite », on ne peut pas être plus clair. Je suis anti-antisémite, il n'aime pas l'Allemagne, le surhomme, c'est évidemment... Le plus beau symbole du surhomme, c'est dans le Zarathustra, c'est l'enfant en train de jouer, donc c'est un des antipodes d'une violence et d'un désir de domination. Et il est parfaitement clair, et si vous lisez La généalogie de la morale, vous en avez, qui est un texte difficile et dangereux, mais un très beau texte en même temps, Nietzsche est persuadé, et c'est assez facile à comprendre d'un point de vue purement logique, que vouloir dominer l'autre est un signe de faiblesse. Pourquoi? Parce que quand je veux dominer l'autre, par exemple être plus riche que l'autre ou plus fort que l'autre, ça veut dire que je me situe sur le terrain de l'autre. Hein, je veux battre l'autre sur son terrain, alors que si je suis un individu, ça m'indiffère ce que fait autrui d'une certaine manière. Hein. Donc voilà, la volonté de domination, Nietzsche est catégorique à ce sujet. La volonté d'écraser le voisin, c'est un signe de faiblesse évident, c'est pas un signe de force. La force, c'est développer sa potentialité, c'est pas écraser le voisin. Oui, juste une question. Que connaît-on aujourd'hui en matière de travaux universitaires menés dans le domaine germaniste, hein, sur la réception de la culture corse et du statut du singulier dans la culture corse au XIXe en Allemagne? Parce que on ne connaît pas beaucoup de choses. Bon, effectivement, les érudits allemands lisent la littérature française et via ce médium que constitue la littérature française, qui est déjà un médium qui déforme, qui dissimule. Mais par contre, le statut du singulier, par exemple, dans la culture corse, on va le trouver début XXe. Lorsqu'on lit les carnets de Rosa Lafoux, Rosa Luxembourg, où il y a ces pages qui sont vraiment énormes. Vous avez raison. Mais au 19e, je suis pas sûr. La réception, voilà, la culture corse en univers allemand. C'est par le biais, c'est par le médium de la littérature française, vous avez tout à fait raison, avec tout ce que ça implique, effectivement, de déformation ou de perception, je dirais, contestable, bien sûr. Par la projection nietzschéenne, d'abord de l'univers antique, de la tragédie antique, tout à fait, tout à fait. Et puis ensuite, effectivement, d'un statut du singulier dont il rêve. Absolument, absolument. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et je crois qu'il a effectivement, sur beaucoup de plans, on en parlait ce matin, Nietzsche est un intuitif. Hein. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup lu, parce qu'il avait déjà des problèmes de vue, de mots de tête. Il y a un exemple qui est privilégié, qui est Spinoza. Bon, Nietzsche ignore Spinoza, et en 1881, il lit un livre sur Spinoza. Et il écrit une lettre à Overbeck qui m'arrache les larmes. Enfin, je suis peut-être hyper sensible à ce niveau-là, mais où il dit « J'ai enfin un frère, je suis plus tout seul, j'ai un frère en philosophie, il s'appelle Spinoza, et voilà pourquoi, 1, 2, 3, 4, 5. » Et il a tout compris de la métaphysique de Spinoza, alors qu'il n'a rien lu de Spinoza, il a lu un livre sur Spinoza. Donc il a une façon de pénétrer les pensées, et donc sur la Corse, c'est un peu la même chose. Ces éléments, disons, factuels étaient sans doute très minimes, mais c'est à partir de là, il a ressenti quelque chose de très profond, et il dit des choses sur la Corse que personne ne pouvait dire à l'époque, mais qu'on va retrouver effectivement au début du XXe siècle. Vous avez tout à fait raison. Alors peut-être qu'il a pu jouer un rôle aussi là sur ce plan-là. Peut-être que les quelques formules qu'il avait laissées ont peut-être guidé certains auteurs. C'est pas impossible. Au XIXe, je crois qu'il est unique. Dans le monde germanique, je ne pense pas qu'on trouverait un équivalent de Nietzsche. Alors il y a le livre de Grégorovius qui a été un grand succès, qui s'appelle Corsica, qui a connu d'innombrables éditions.
que je n'ai pas lu personnellement, il faudrait que je me rattrape. Mais ça a été la grande source d'inspiration, disons, de Nietzsche sur le sujet. Mais vous avez tout à fait raison pour le reste, je vous rejoins complètement. Gregorius, qui était un Allemand, d'ailleurs. C'était un Allemand. Il était en allemand, l'édition. Tout à fait. Corsica, avec un K. Donc ça, il l'avait lu. Avec deux K. Il avait lu, oui, tout à fait. Il avait lu et relu, d'ailleurs, il connaissait ce livre. Il avait lu. Bon, très marqué par ce livre. Alors merci déjà pour cette conférence. Moi ça m'a permis de découvrir votre travail sur Nietzsche, que je ne connaissais pas du tout. Et vraiment on est tenu en haleine en vous écoutant. Alors j'avais juste une question par rapport à la volonté de puissance, dont vous contestez donc l'authenticité. En fait, on ne pourrait pas l'attribuer à Nietzsche. Je voulais simplement savoir quelle était la position du milieu universitaire sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, la volonté de puissance est considérée comme un texte qu'on ne peut pas vraiment attribuer à Nietzsche, par les spécialistes de Nietzsche dans l'université française notamment? Est-ce que par rapport à vos propres publications depuis toutes ces années, des professeurs de philosophie, des universitaires ou des philosophes vous ont apporté la contradiction à ce sujet, en publiant peut-être d'autres livres, avec une antithèse, si j'ose dire? Et si c'est le cas, quels sont les arguments qui vous sont opposés? Bien, je vous remercie. C'est beaucoup de questions en une seule. Je vais essayer de répondre à tout ce que vous supposez dans vos interrogations. Ma première réponse, c'est qu'effectivement, j'étais professeur de classe prépa. Hein, donc j'avais un service qui était passionnant mais très lourd, parce qu'il y avait des classes de concours, j'avais une CAN, j'avais une classe préparatoire aux écoles de commerce, donc je me suis consacré énormément à mes étudiants. Ce qui fait que, contrairement à un universitaire, je n'ai pas pu courir les colloques et me faire reconnaître. Et il a fallu du temps pour qu'on s'aperçoive qu'il y avait un interprète de Nietzsche qui était respectable, qui s'appelait Philippe Granarolo. C'est en train d'arriver, ça a mis beaucoup de temps. Je suis invité régulièrement maintenant, il devait y avoir un grand colloque à Royaumont qui a malheureusement été annulé à la dernière minute, et l'organisateur a dit moi je veux... Une seule personne m'intéresse dans ce colloque, c'est Philippe Granarolo. Vous avez écrit ce qu'il y a de plus original sur Nietzsche depuis très longtemps. Donc, on est en train de s'apercevoir qu'il y a un interprète de Nietzsche qui compte peut-être un petit peu, qui s'appelle Philippe Granarolo. Sur l'autre aspect de votre question, la volonté de puissance. Effectivement, il y a un livre majeur d'un des deux Italiens qui ont dépouillé les archives Nietzsche, qui est Mazzino Montinari. Et je vous renvoie, c'est aux éditions de l'Éclat, si ma mémoire est bonne, à un petit livre de Montinari qui s'appelle « La volonté de puissance n'existe pas ». Il n'y a pas de réponse à ce livre, c'est tellement argumenté, c'est tellement fouillé, c'est tellement parfait, que personne ne peut répondre à ça. Alors, il y a encore quelques petites résistances que j'ai expliquées quand je vous ai parlé de mon jury de thèse. Il est certain que des interprètes de Nietzsche qui ont travaillé sur ce livre, La volonté de puissance, alors bien sûr, il y a dans La volonté de puissance des textes qui sont des vrais textes de Nietzsche, que sa sœur a trouvé dans les cahiers, et donc je ne dis pas que c'est monstrueux de citer La volonté de puissance, mais on n'a plus besoin de la citer, puisque tous ces textes, on les retrouve aujourd'hui dans l'œuvre complète des éditions Gallimard, traduction de Walter de Bruyère. Donc on n'a plus besoin de La volonté de puissance. Donc pendant longtemps, effectivement, des personnes qui avaient l'habitude de travailler sur ce texte, de se référer à ce texte, étaient un peu déroutées si tout d'un coup on les privait de référence, parce que c'est un travail. À la fin des éditions Gallimard, vous avez un tableau de correspondance systématique qui renvoie chaque fragment des cahiers, qui renvoie au texte des différentes éditions de La volonté de puissance. Donc on a toutes les correspondances, on a tous les textes. Aujourd'hui, on n'a plus besoin du tout de ce texte. Alors j'ai l'impression que la thèse de Montinari, qui est la mienne, La volonté de puissance n'existe pas, fait son chemin petit à petit, et que les derniers résistants sont sur le point d'être enterrés, et qu'on n'en parlera plus demain matin. Voilà, je suis tranquille à ce sujet. Je pense que d'ici 20 ans, effectivement, les individus encore attachés à la volonté de puissance auront quitté ce monde. Je m'en réjouis, non pas pour eux, mais parce que le Nietzschéisme s'en portera bien. Mais est-ce que tu ne penses pas que la récurrence, justement, à Nietzsche, le travail, c'est près de Massimo Montinari, qui est clair. Giorgio Colli et Massimo Montinari ont travaillé, ils ont réglé le compte universitairement, c'est fait, la volonté de puissance n'existe pas. Oui, le problème, c'est qu'il y a cette expression dans la langue de Nietzsche. Est-ce que ce n'est pas ces interprètes, tout que l'on confondu, Deleuze, Paris, il y a ce terme allemand, Wille zur Macht.
C'est le Zurg qui est... Et c'est le Zurg qui est le plus important, puisqu'il faut connaître la grammaire allemande du 19e. Bien sûr, bien Voilà. sûr, bien sûr. Or, le problème, est-ce que ça ne vient pas de cela? C'est-à-dire que dans la traduction française, on entend volonté de puissance. De domination. Et bien évidemment, tout de suite, c'est la volonté de domination. Non, Au meilleur des cas, comme à Tout à tous, fait. au pire des cas, la volonté de domination. tout à fait juste. Est-ce que Bien la sûr. fortune ne vient pas justement de l'incapacité qu'on a en France à pouvoir recevoir la nuance sémantique qu'introduit Tout à fait exact. cette Bon, il n'y a aucun doute. particule? Non, il n'y a aucun doute. Mais c'est le cas pour tous les, je dirais, toutes les caricatures et toutes les erreurs, enfin les erreurs, les mésinterprétations. Je dirais le philosophe a une part de responsabilité dans la mauvaise lecture qu'on fait de lui, inévitablement. Je ne peux pas disculper Nietzsche des mauvaises lectures qui ont été faites de lui. Il a sa part de responsabilité, en particulier dans cette expression. Alors, à sa décharge, il y a le manque de temps. Il avait renoncé totalement à l'expression disparaît dans les écrits et le projet, il a eu un projet effectivement d'un ouvrage qui se serait appelé La volonté de puissance, ça c'était indiscutable. Mais en 1888, il y a renoncé. Il y a renoncé pour le remplacer par un livre sur le renversement des valeurs. Il fait des plans, on trouve quantité de plans dans ses cahiers. Donc il a tourné la page, mais il n'a pas eu le temps, effectivement. Donc il a manqué quelques années à Nietzsche pour nous faire comprendre ce qu'il... c'est pas un concept majeur du tout, la volonté de puissance. Bon. Mais Nietzsche est un penseur difficile parce que les idées les plus puissantes qu'on trouve dans son œuvre ne sont pas toujours omniprésentes. Je prends un deuxième exemple qui va un petit peu dans... Bon, j'ai un ami que vous connaissez qui est un excellent philosophe, loin de moi l'idée de dire le contraire, qui s'appelle Clément Rosset, que j'ai bien connu quand j'étais étudiant à Nice. Bon. Quand je préparais ma thèse sur Nietzsche, quand j'ai sorti l'individu éternel chez Brun, Rosset m'a dit, mais tu sais, tu parles du retour éternel, mais Nietzsche n'en parle jamais, c'est pas important pour lui le retour éternel. Bon, c'est vrai que si on regarde l'œuvre même de Nietzsche, il y a peu de textes qui sont directement consacrés. Mais il dit en même temps, c'est l'idée la plus importante, c'est ma pensée abysmale, il dit dans Ecce Homo, voilà. Donc voilà, effectivement, on est devant une œuvre qui est un peu fragmentaire, qui est inachevée, et donc il y a encore beaucoup de travail pour les interprètes de Nietzsche, et je suis le dernier à prétendre que j'ai trouvé la vérité, que je vous fournis l'interprétation ultime, ce qui serait anti-Nietzschéen possible. Il y a encore beaucoup à découvrir sur Nietzsche, beaucoup de travail à effectuer, et j'espère, et j'ai suscité quelques vocations. Moi j'ai la joie d'avoir des étudiants qui travaillent sur Nietzsche aujourd'hui, donc il y aura peut-être une école grammarolienne dans quelques années. Mais j'ai semé des petites graines qui sont en train de pousser tout doucement. Voilà. Donc il y a encore un gros chantier. Tout à fait. D'autres questions? Oui. Oui. J'ai deux petites questions. J'ai cru, quand j'ai commencé à lire Nietzsche, j'ai dû lire ou entendre quelque part qu'il avait été assez peu lu et assez sous-estimé à son époque, enfin à la fin du 19e, au début du 20e. Et puis par la suite, dans des lectures, et par exemple en lisant Proust, on lit des auteurs qui parlent de Nietzsche comme s'il était lu et connu. Alors, est-ce qu'on sait justement dans quelle mesure il était lu et connu à cette époque-là? Et j'ai une deuxième petite question qui n'a aucun rapport, malheureusement. Il me semble avoir lu aussi chez Nietzsche que, comme Schopenhauer, il avait assez peu d'attentes vis-à-vis de la philosophie universitaire. Est-ce que c'était bien le cas? Est-ce que vous-même, influencé par Nietzsche, vous pensez que la philosophie, vous attendez plus de la philosophie en dehors de l'université ou pas? Des grandes questions que vous posez là. Bon, sur la première partie de votre question, vous trouvez les réponses dans un excellent petit ouvrage qui s'appelle Nietzsche en France, qui est un travail remarquable sur la réception de l'œuvre nietzschéenne en France. Et c'est vrai que c'est très ambigu. D'un côté, de son vivant, il est très peu lu, il n'y a aucun doute, pour les raisons qui tiennent à ce que j'ai dit tout à l'heure.
La naissance de la tragédie est lue, commentée, et puis les œuvres suivantes. Mais ensuite, quand il retire ses ouvrages de l'éditeur de Wagner, c'est fini. Il a vendu 100 exemplaires d'Ainsi parlait Zarathustra. J'ai les larmes qui coulent, quoi, c'est monstrueux. Bon. Donc il n'a plus rien vendu jusqu'à la fin de sa vie. Ensuite, vous avez cette période 1889-1900 où il est présent, mais il n'est plus de ce monde, et où sa sœur donc, va lancer ce Nietzsche factice autour de la volonté de puissance. Mais effectivement, dans les premières années ou décennies du XXe siècle, pour rendre hommage, et Nietzsche aurait été heureux de les découvrir, à un certain nombre de lecteurs français, il y a Gide, il y a Lévy, ils sont un certain nombre, qui, avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec une œuvre fragmentaire et incomplète, ont eu une perception assez correcte, finalement, de la pensée nietzschéenne. Ne sont pas tombés dans des contresens monstrueux. C'est encore le cas de Camus, qui est d'une autre époque, mais qui appartient quand même à une époque où Nietzsche était quand même difficile à lire parce que l'œuvre était très incomplète. Et Camus, je termine par Camus, mon livre, hein, dans Hommage à Camus, dont je dis que c'est l'homme qui m'a rendu philosophe, mais Camus a une belle perception de certaines dimensions de la pensée de Nietzsche. Donc oui, je crois qu'en France, il y a eu une assez bonne approche avec toutes les restrictions qui sont liées à l'édition. Alors sur l'autre dernier aspect de votre interrogation, oui, j'ai tendance à répondre effectivement que par nature et par définition, la philosophie est quelque chose qui, je dirais, résiste un petit peu à son inscription dans le monde universitaire. Elle a besoin d'une liberté, elle a besoin de... et c'est pour ça, je vais vous raconter l'anecdote un petit peu de ma thèse, je vais vous raconter une deuxième anecdote, dont je suis très fier. L'un des membres de mon jury de thèse a dit: il y a quand même un ennui avec Granarolo, c'est quand il parle de Nietzsche, on ne sait pas s'il parle de Nietzsche ou s'il parle de Granarolo. Moi, je vous assure que j'ai pris ça pour un immense compliment. J'ai pris ça, mais effectivement, au niveau universitaire, c'était une critique radicale. Vous faites une thèse sur Nietzsche, vous devez parler de Nietzsche. Bon. Donc voilà, moi je crois effectivement que la philosophie, alors il est très ambigu le statut de la philosophie aujourd'hui. D'un côté, effectivement, elle est un peu en crise et elle l'est depuis longtemps, mais de l'autre, elle se porte très bien. Bon, il y a des cafés philo, il y a la revue Philosophie Magazine, il y a une effervescence philosophique importante. Et moi, je crois beaucoup, effectivement, en ce développement de la philosophie. Il y a quelque chose de très important, et je ne sais pas ce que Nietzsche aurait pensé de cela, mais je pense qu'il aurait été plutôt favorable, c'est le développement de la philosophie chez les enfants, parce qu'il faut commencer la philosophie à 5 ou 6 ans, hein, c'est impératif. C'est ça qui nous mettra à l'abri des dérives, des idéologies et des monstruosités que nous connaissons. Donc voilà, oui, je pense qu'elle se porte assez bien, la philosophie, mais plutôt en dehors, effectivement, du monde universitaire. Alors, c'est un peu facile pour moi de dire ça, vu que j'ai toujours rechigné à rentrer dans le monde universitaire, même si j'y appartenais indirectement. Mais oui, je pense effectivement que la philosophie, par sa nature, a besoin d'une dimension de liberté, d'indépendance et d'autonomie qui se prête mal aux règles du monde universitaire, qui est un monde quand même relativement stéréotypé et qui est très contraignant et qui oblige à beaucoup de concessions. Une des raisons, j'ai parlé de mon regretté père, grand latiniste devant l'éternel, mais une des raisons pour laquelle j'ai jamais candidaté à l'université, c'est que mon père était professeur de fac, et que les descriptions que j'entendais à table pendant mon enfance m'ont dissuadé définitivement de rentrer dans cet univers. Voilà, c'est une petite confidence que je vous fais en passant. On aurait rêvé d'avoir des professeurs. C'est gentil, je vous remercie, mais c'est vrai que j'ai essayé plutôt m'en souvenir à mes étudiants, parce que je me donnais beaucoup, et puis ils sentaient une authenticité dans ce que je disais, parce que je ne trichais pas, et donc mais le bonheur était pour moi autant que pour eux, donc j'ai pas de mérite. Oui, juste pour vous signaler un fait peu connu, la présence à Ajaccio, entre 1927 et 1929, d'une communauté anarcho-communiste en fait, d'inspiration nietzschéenne, qui s'était installée au lieu-dit Les Baraques, entre les Milles et la Punta, et qui s'appelait la Caverno di Zarathustra, vous m'apprenez, hein. Qui s'appelle, donc, c'est en langue ido, qui est une version réformée de l'espéranto, et qui s'appelle donc la grotte de Zarathustra. Elle avait été fondée par un Allemand. Et il y a des documents là-dessus? Il y a peu de choses en français. L'ensemble de ces
Il écrivait des chroniques dans un journal anarchiste qui s'appelle L'En dehors, qui date des années 20. Et donc, il relate ces différentes installations. Donc, la communauté s'était formée, ce qui est intéressant, s'est formée à Berlin, et ensuite elle avait émigré à Nice, au-dessus de Nice, dans l'arrière-pays niçois, donc sur des traces nietzschéennes quelque part. Et ensuite elle avait rejoint donc la Corse de 27 à 29, où donc le fondateur Goldberg a été interné 6 mois pour pratique du naturisme notamment. Et ensuite l'ensemble de la communauté est parti à Haïti, ensuite à Saint-Domingue. D'accord, Voilà. ah, ben ça m'intéresse beaucoup, il faudra me laisser vos coordonnées, mais ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites là. Mais vous avez prononcé un mot important que je n'ai pas du tout prononcé dans mon exposé, qui est le mot anarchisme. Bon, il est certain que Nietzsche est très proche de Max Stirner, qui est l'anarchiste individualiste du 19e siècle. Alors, il se trouve, mais ça fait presque sourire, vous avez beaucoup de Nietzschéens qui disent non, Nietzsche n'a pas lu Stirner, on n'a pas trouvé le bouquin de Stirner dans la bibliothèque de Nietzsche. Mais le jour où Granarolo décédera, il y a quantité de bouquins qu'on ne retrouvera pas dans ma bibliothèque, parce qu'il y a des abrutis qui ne me rendent pas les livres que je leur prête. Donc c'est pas un argument du tout. Quand vous lisez Ainsi parlait Zarathustra, il y a des formules qui sont du copier-coller de Max Stirner. Donc bien sûr que Nietzsche est un anarchiste individualiste, il n'y a aucun doute à ce sujet. Justement, la Caverno donc, se revendiquait à la fois de Nietzsche et de Stirner. Voilà, tout à fait sensible à ce que vous dites, bien sûr. Marc, est-ce que, à propos du lien Paoli-Nietzsche, est-ce qu'il a lu Hölderlin? Oui, il a lu, il a même fait un travail sur Hölderlin à l'âge de 16 ans, il a écrit une genre de grosse dissertation sur Hölderlin, et c'est Hölderlin qui lui fait découvrir la Grèce, et finalement, et qui va peut-être jouer ce rôle un petit peu négatif, c'est-à-dire que Hölderlin appartient à cette mouvance du romantisme allemand, il pense que c'est sur le sol allemand que va renaître la Grèce antique, et donc ça a peut-être favorisé la séduction, brève séduction des idées wagnériennes par le jeune Nietzsche. Il y a des pages de Hölderlin sur la Corse à l'époque paoliste. D'accord. Ah ben voyez, vous allez je regrette d'être venu parce que vous m'avez donné un travail fou là, avec tout ce que vous venez de me dire, il faut que je me remette au boulot là. D'autres questions? Ben, on va te remercier, Philippe. Ben, c'est moi qui vous remercie. Si vous le souhaitez. Merci beaucoup.